Bonjour à vous à la maison et bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, on reçoit en studio le député d'Arthabasca Érable, M. Alex Boissonnault. Avec lui, on parle des enjeux qui touchent directement notre région, l'agriculture, les services de santé et encore bien plus. Une discussion ancrée dans le quotidien des citoyens d'Arthabasca et d'Érable pour mieux comprendre où en sont les dossiers qui s'en viennent pour la suite. Bon épisode. Bonjour à vous à la maison et bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de m'entretenir avec le député d'Arthabasca, M. Alex Boissonnault. Alex, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que vous avez un horaire extrêmement chargé. Donc, c'est super apprécié d'avoir pris le temps. On a du pain sur la planche, ouais. C'est sûr, mais c'est pour la bonne cause. On est bien content. Merci beaucoup pour l'invitation, Jacob. C'est apprécié. Ça me fait vraiment plaisir. La première question, super importante. Qu'est-ce que ça fait d'être la personne qui se fait interviewer maintenant, aujourd'hui? Là? Ben, c'est de plus en plus facile, je dirais, en ce sens que, évidemment, moi, j'avais l'habitude d'être derrière le micro puis de poser les questions, comme vous le faites en ce moment. Et je l'ai fait quand même pendant presque 18 ans à Radio-Canada, comme journaliste, comme animateur radio. Mais j'apprécie quand même pouvoir m'engager par la parole, donc pouvoir dire ce que je pense. Évidemment, je le fais dans le cadre d'une équipe là, avec le Parti québécois. On a nos propositions, on s'entend sur ce qu'on veut dire, donc il y a un message à passer. Mais c'est un grand privilège de pouvoir, à travers cette parole-là, devant un micro, comme je le fais ce matin, de pouvoir porter la voix aussi de nos concitoyens et concitoyennes. Sans démocratie, il n'y a rien de plus beau, là. Exact. Puis, est-ce que c'est quelque chose de difficile pour vous, en fait, dans une entrevue, dans le cadre où on est actuellement, de ne pas prendre les devants, puis de rester un peu plus en arrière-plan, puis de recevoir les questions? C'est-tu quelque chose qui est difficile pour vous? Bien, il faut s'adapter parce qu'il y a toujours ce défi-là. Parfois, je me prends à jouer un peu le rôle du journaliste ou de l'analyste. Mais en politique, c'est pas nécessairement une bonne idée parce que c'est sûr que comme quand je faisais de l'analyse politique, par exemple, là, je peux prendre une perspective plus large. Mon message ne sera pas interprété de la même façon que ça peut l'être quand je parle comme politicien, comme député. Donc, il faut quand même faire attention. L'analyse, je la laisse aux analystes à partir de maintenant. Le travail de journaliste aussi. Là, j'ai un message à passer. Un message qui, évidemment, est plus partisan. Mais il y a quand même... Il y a un travail qui se fait comme député aussi, où là, on est vraiment un représentant de l'Assemblée nationale qui représente sa population, et en même temps qu'il y a un travail partisan qu'on fait. Donc, il y a des rôles quand même qu'on doit respecter. Puis là, c'est sûr qu'à partir de maintenant, ce rôle-là de journaliste et d'analyste, je le laisse. J'ai appris de ça en termes de communication. Je pense que ça donne quand même une longueur d'avance de pouvoir avoir cette habilité-là, je pense, à communiquer un message, parce que c'est important. Mais c'est un outil que j'ai. C'est sûr que le rôle n'est pas du tout le même. C'est ça, exactement. Fait que c'est un outil qui est important à avoir dans son coffre, dans son bagage, en fait. Là. Ben, je pense que ça peut être utile. Ben oui, absolument. Journaliste de carrière, maintenant, vous avez fait le saut en politique. Je me demande, ça a été quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour vous dire, OK, à partir de maintenant, je fais le saut en politique? Ben, c'est une bonne question, puis ça me ramène là, vraiment à une époque... assez extraordinaire de ma vie. C'est un chapitre vraiment unique là, que j'ai traversé. C'était en mai où j'ai pris cette décision-là, le jour de la fête des mères, quand j'ai communiqué avec notre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, pour dire que j'étais prêt à faire le saut. Évidemment, ça doit aller vite parce que, comme journaliste, ben en fait, moi, j'étais animateur radio à ce moment-là, mais on respecte toujours, comme les journalistes, un certain code d'éthique, des normes et pratiques journalistiques. Donc, ça devait se faire rapidement parce que on ne peut pas avoir une réflexion comme celle-là quand on est au micro, ce qui fait que dès que ma décision a été prise, une réflexion qui a été très rapide, ben, j'ai dû avertir les patrons, puis je me suis retiré des ondes, donc j'étais pas en ondes le lundi matin. Donc pourquoi je me suis lancé? Essentiellement parce que c'est sûr que la politique m'a toujours intéressé. J'ai déjà pensé... il y a quelques années, ici et là, peut-être que ce serait intéressant, ce serait bien comme travail. Je pense que cet engagement-là est positif. Puis comme je le disais, c'est un privilège aussi de porter la voix de nos concitoyens et concitoyennes. Mais c'est présenter une occasion. J'ai été approché par le Parti québécois. Moi, je considère que, d'abord, je veux m'engager parce que j'ai des idées, parce que j'ai écouté les idées des gens avec qui j'ai parlé pendant toutes ces années-là, durant ma carrière, comme courriériste parlementaire, comme animateur radio. J'ai écouté des propositions qui m'étaient faites ici et là. Je me suis fait une tête aussi politiquement. Cet engagement-là, je pense, est positif. Je le fais beaucoup pour mes enfants. J'ai 4 enfants.
de m'engager à laisser un Québec plus prospère, un Québec plus juste, un Québec plus vert, un Québec qui prend en main son destin. Moi, je porte évidemment le projet de la souveraineté, de l'indépendance. Pour moi, c'est important de le faire pour laisser, dans la mesure du possible, selon ma contribution, là, je ne pense pas que je vais tout changer, mais de participer à laisser un Québec encore meilleur à mes enfants, c'était une première chose. Puis aussi le fait que c'est une leçon, je trouve, pour mes enfants. L'engagement politique comme tel en démocratie, je trouve, enseigne quelque chose à mes enfants. Donc, ne serait-ce que pour ça, pour leur montrer que cet engagement-là en démocratie est important, je trouve que c'est déjà un beau témoignage. Donc, il y a plusieurs raisons, effectivement, en fait, qui fait qu'on se lance en politique. Moi, j'avais un travail que j'adorais comme journaliste, comme animateur radio, mais je l'ai fait quand même pendant presque 18 ans. Puis là, je trouvais que le fruit était mûr. Là. Je pense que j'ai quelque chose à apporter comme ça avec un engagement un peu plus direct. Si on va voir vos réseaux sociaux, on peut constater tout de suite que vous êtes partout, tout le temps. On pourrait même dire que vous êtes quasiment cloné. Je veux dire, vous êtes vraiment partout, vous en manquez pas une. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous de s'adapter à cet horaire-là, surtout sachant maintenant que vous êtes père de famille, que vous avez des enfants à la maison? Ben oui, absolument. Puis d'abord, j'ai une bonne équipe. J'ai une excellente équipe. Au bureau de circonscription à Québec, j'ai 4 attachés politiques qui sont extraordinaires. Ma directrice de bureau, Stéphanie Allard, Louise Dupuis aussi, qui est mon attaché politique, Mathieu Girard à Québec. J'ai Josiane Paradis qui travaille avec moi. On a une excellente équipe au Parti québécois aussi, de recherchistes. On me voit souvent comme ça à l'avant, là, devant la caméra, mais il y a tout un travail d'équipe derrière ça. C'est pour ça que notre victoire l'été dernier, c'était une victoire d'équipe. Cela dit, oui, c'est du travail. Il faut être présent sur le terrain. On a une circonscription. Quand on parle de l'érable, quand on parle d'Arthabasca, il y en a des choses qui se passent ici. Il y en a des entreprises, il y en a des organismes qui rayonnent. Puis on veut être présent sur le terrain. Les réalités, toutes les circonscriptions ne sont pas les mêmes, mais ici, il y a beaucoup d'événements auxquels on veut participer. Ce qui fait qu'il faut être très présent. Puis il y a aussi tout ce qui se fait au Parlement à Québec. Donc, je dirais que des fois, il peut y avoir un défi de conciliation travail-famille, parce que aussi bien que c'est hyper gratifiant comme travail de pouvoir discuter avec les citoyens, avoir cette espèce de lien-là, de canal ouvert avec la communauté, c'est gratifiant, on sent qu'on fait une différence. Mais c'est sûr que j'ai une conjointe, puis le travail d'équipe commence là. J'ai une épouse qui est extraordinaire, qui travaille aussi beaucoup, elle a un travail qui est demandant, mais avec qui, là, il faut qu'on s'entende pour les devoirs à la maison, parce qu'on doit quand même le faire pour les enfants. Moi, j'ai des enfants en jeune âge. Mon plus vieux a 11 ans, ma plus jeune a 3 ans. Donc, ça vous donne une idée un peu d'où on en est là, dans notre famille. Donc, ça demande des ajustements, des concessions. On a de l'aide aussi. Mes parents sont là. Donc, ça, il y a des ajustements, mais en même temps, c'est... À la limite, je vous dirais que je ne considère pas ça comme un travail. Là. C'est vraiment un dialogue constant avec la population en circonscription puis à Québec. Puis ce qu'on fait, je trouve, est tellement important que le temps file. Mais c'est important quand même de s'ajuster, de travailler en équipe pour être le plus efficace possible. Votre métier vous demande beaucoup d'aller à la rencontre des citoyens. Parlez-moi de l'importance du terrain, justement, dans le métier d'un député. C'est probablement le plus important, en fait, parce que le premier rôle d'un député, comme je le disais, c'est de porter la voix de nos concitoyens et concitoyennes. Les porter à l'échelle locale, puis les porter aussi à l'échelle nationale. Donc, il y a moi, je vais rencontrer des citoyens, je vais rencontrer des organismes, des entreprises qui vont venir me dire, ben nous, on a besoin de ça, on a des enjeux dans tel ou tel dossier. Moi, je porte aussi comme député plusieurs dossiers, étant donné que le caucus du Parti québécois, à l'heure actuelle, n'est pas très grand. On est 6 députés. Là, il y a une élection partielle qui a été déclenchée dans Chicoutimi. On espère qu'on sera 7 bientôt. Puis cet automne, évidemment, beaucoup plus. Mais ça veut dire qu'on porte plusieurs dossiers, puis on se nourrit de ce que les gens nous disent pour pouvoir faire une différence dans leur quotidien. Donc, d'une part, il y a des cas citoyens dont on va s'occuper dans le bureau de circonscription. Des gens qui viennent nous voir, ils disent, ben moi, j'ai un enjeu, par exemple, pour, je sais pas, une personne immigrante, une personne qui a une résidence permanente ou un travail temporaire, qui dit, ben moi, j'aimerais changer mon statut, j'aimerais devenir citoyen, il y a un tel problème avec mes papiers, on peut aider. Moi, j'ai tel enjeu avec la municipalité, moi, je peux servir d'intermédiaire. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire concrètement pour les citoyens, pour les entreprises du coin qui vont venir me dire, ben écoutez, moi, j'ai un enjeu de main-d'œuvre, j'ai besoin de travailleurs, travailleuses. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Moi, je peux intercéder en faveur de ces entreprises-là auprès des ministères. On a des contacts, nous, dans l'appareil gouvernemental. On peut faire le pont avec le fédéral aussi. Donc, il y a un travail comme ça très, très concret qui se ferait quand on communique avec le terrain. Puis aussi, ça nous permet de réfléchir à ce qu'on va offrir à la population plus largement dans notre plateforme électorale parce que, évidemment, on sert notre circonscription, mais on sert l'ensemble du Québec aussi. Quand vous allez à la rencontre des citoyens, c'est quoi la plus grande préoccupation que vous entendez? Parce que, vous l'avez dit, là, vous êtes
constante communication avec eux. Donc, qu'est-ce qui ressort de ces discussions-là présentement pour la région de l'érable et de l'Arthabasca? Ben écoutez, le quotidien n'est pas facile pour les gens. Il y a une augmentation du coût de la vie de façon importante. Il y a une difficulté d'avoir accès à la propriété. Le panier d'épicerie coûte beaucoup plus cher. Donc là, on fait des propositions à ce niveau-là. C'est sûr que les gens me parlent beaucoup de ce qui les touche au quotidien. L'accès aux soins de santé aussi. On a un système de santé en ce moment qui a beaucoup de difficultés, pour utiliser un euphémisme. Là. Ça ne fonctionne pas comme on voudrait que ça fonctionne. Il y a du beau travail qui se fait, là. Il y a des endroits où ça va mieux qu'ailleurs. Mais c'est sûr que quand les gens doivent prendre un rendez-vous au sans rendez-vous, il y a quelque chose qui se passe qui est un peu particulier, là. Qu'est-ce qu'on fait quand on habite à Plessisville puis qu'on a un enfant qui se fend l'arcade sourcilière sur un coin de table, puis il est 9 h le soir, on va où? On fait quoi? On va à l'urgence à Victoriaville, à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Est-ce qu'il y a moyen de bonifier l'offre ici dans Plessisville? Est-ce qu'il y a moyen de faire... Donc, moi, j'entends beaucoup parler du quotidien des gens comme ça. C'est sûr que quand on parle ici des enjeux de coût de la vie, d'accès à la propriété, de santé, les entreprises me parlent beaucoup du fardeau administratif, les municipalités aussi. Évidemment, on a des propositions à faire par rapport à ça parce qu'il y a quelque chose qui va devoir changer. Il y a une perspective qu'on doit changer, j'ai l'impression, dans le rapport entre le gouvernement et les citoyens. Et c'est ce qu'on aimerait faire au Parti québécois. Dans votre campagne, vous avez semblé en faire une priorité de l'accessibilité aux médecins, au système de santé, puis d'attirer beaucoup plus de médecins dans la région. Comment est-ce que vous y prendriez pour faire ça? Attirer des médecins, attirer des infirmières praticiennes, attirer des infirmières, attirer des préposés aux bénéficiaires. Il y a des enjeux de main-d'œuvre dans le réseau. Il y a déjà un travail excellent qui se fait sur le terrain. On a un GMF ici à Plessisville qui fait un excellent travail. Je les ai rencontrés durant ma campagne. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est construire sur ce qui existe déjà. Là, il y a une chose là, qui est bien importante de comprendre, c'est que un gouvernement, là, c'est Mathieu Allard qui me disait ça, je me souviens bien, qui est le préfet d'Arthabasca en ce moment. Puis je trouvais que c'est bien un gouvernement, que ce soit au niveau municipal, au niveau du Québec, c'est le passage d'un flambeau. On n'est pas là pour détricoter ce que l'autre a fait avant. On veut construire sur ce qui existe déjà. Donc, je reviens à ce que je disais. Le GMF ici, par exemple, fait un excellent travail. Mais de quelle façon on peut bonifier l'offre? De quelle façon on peut en faire plus? Nous, on croit, par exemple, qu'il y a des soins qu'on pourrait donner davantage à travers le CLSC. Je pense qu'on s'est engagé à ça durant l'été pour bonifier l'accès à des soins de première ligne, peut-être élargir les heures de travail à travers le GMF, par exemple, qui pourrait attirer plus de médecins. Puis peut-être qu'on pourrait les aider à faire ça pour venir complémenter leur travail puis pas entrer en opposition avec leur travail. Ce qu'on essaie de faire aussi au Parti québécois, c'est de rapprocher les décisions du terrain. Nous, on considère que les gouvernements précédents, que ce soit le gouvernement de la CAQ, le gouvernement du Parti libéral, avaient tendance à imaginer des grandes structures uniformes où les services de santé seraient donnés au Québec, un peu comme dans une chaîne de montage ou un peu comme dans une grande entreprise, où on a tendance à vouloir uniformiser les soins qui sont donnés en se disant, puis ça se défend, je comprends l'idée, on va optimiser l'utilisation des ressources pour en faire davantage, comme ça, en travaillant un peu comme on travaille dans une entreprise. Or, les soins de santé, c'est très humain. On gère des êtres humains, on négocie tout ça avec des gens qui ont des problématiques, souvent des comorbidités. C'est complexe de faire ça. Puis pour nous, c'est un exemple là, où on doit intervenir puis rapprocher les décisions du terrain pour donner une marge de manœuvre aux gens qui travaillent. Moi, j'ai rencontré des infirmières, j'ai rencontré des préposés, j'ai rencontré des médecins. Très souvent, ce qui revient comme message, c'est qu'on a perdu cette flexibilité-là dans le réseau de la santé et ça nous rend moins efficaces. Là, on a ajouté une structure, Santé Québec. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a amélioré? En quoi c'est venu bonifier les soins qui sont donnés sur le terrain? Moi, j'ai des infirmières, par exemple, qui me disaient on a l'impression que les décisions se prennent encore plus loin. Puis alors qu'il y a 15 ans, moi, j'appelais une amie, par exemple, infirmière, qui travaille sur un autre département, puis je lui disais hey, peux-tu remplacer telle personne un dimanche? Puis en échange, toi, tu voulais aller à ce barbecue-là tel jour, tu pourrais y aller, puis là, on peut s'entendre. Puis cette flexibilité-là, ça servait le personnel, ça servait les patients aussi, c'était motivant. C'est quelque chose qu'on a perdu en éloignant les décisions du terrain. Fait que ça, c'est un exemple. Moi, je pense que pour attirer les gens, il faut que les conditions soient plus attirantes sur le terrain. Il faut qu'on travaille mieux, il faut qu'on utilise mieux nos ressources, mais il faut qu'on rapproche les décisions du terrain et qu'on se donne beaucoup plus de flexibilité. Ça fait partie des pistes de solutions qu'on a apportées. Dans votre vision d'avenir, puis avec le plan que vous avez élaboré, qui est en place présentement, est-ce que
c'est quelque chose que vous envisagez possible, justement, pour les médecins puis pour tous les travailleurs de la santé, d'avoir justement cette flexibilité-là. Parce que vous le disiez, je veux dire, avant, c'était des échanges de chiffres qui pouvaient être possibles, mais est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez envisager dans un futur quand même assez rapproché? On est rendu là. Ouais. On est rendu là. On peut plus ajouter une réforme sur une autre. Il y a déjà des choses qui fonctionnent bien dans le réseau de la santé. Les GMF, par exemple, ça fonctionne bien. Le fait qu'il y ait des médecins qui puissent prendre en charge, qui puissent rendre un service, puis prendre un peu en charge cette livraison, pour responsabiliser aussi les gens sur le terrain, puis leur faire confiance. Ça, au niveau de la santé, pour nous, j'aurais même dû le dire avant, on le souligne 2 fois, il faut faire confiance aux intervenants sur le terrain. Puis je vous dirais la même chose pour les municipalités, il faut faire confiance aux experts. Les municipalités, c'est les meilleurs pour savoir qu'est-ce qui est bon pour leur monde, pour l'aménagement de leur territoire. Dans le système de la santé, c'est la même chose. Donc, il y a des choses qui se font bien. Donc, nous, on va arriver là, puis on ne veut pas détricoter tout ce qui a été fait. Les CLSC, je trouve que c'est un bel exemple. Quand on a lancé ce modèle-là au Parti québécois, c'était un modèle qui était salué un peu partout dans le monde. On a créé un réseau de CLSC qui, à un moment donné, s'est retrouvé perdu un peu dans des espèces de limbes. On ne sait pas trop à quoi ça sert. On pourrait bonifier l'offre des CLSC, faire quelque chose d'intéressant avec ça, en collaborant avec les médecins, en collaborant avec les GMF pour servir les patients. Pas en rajoutant des réformes, pas en rajoutant une réforme sur une autre. Puis là, encore là, moi, c'est pas mon champ d'expertise, la santé, je veux bien dire. C'est le dossier de mon collègue Joël Arsenault qui pourrait vous en parler encore plus longtemps. Mais ça entre dans la perspective du Parti québécois de dire on rapproche les décisions du terrain, on fait confiance à notre monde, on fait confiance à nos experts. Je pense qu'on est rendu là de construire sur ce qui existe, faire des changements, oui, parce qu'on a besoin quand même d'un changement, de travailler différemment, mais toujours en mettant le patient au centre de l'équation. Je vous amène complètement ailleurs. L'agriculture dans la région d'Arthabasca-Érable, c'est un secteur qui prend beaucoup de place. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on concilie le développement économique d'une région au détriment du développement agricole ici dans l'Érable? Justement, je pense qu'il ne faut pas le voir comme au détriment de. Ouais. Au contraire, c'est un partenariat. Les agriculteurs, ce sont des entrepreneurs. D'abord, il faut bien comprendre, puis je pense que c'est de plus en plus le cas, mais il y a encore des gens qui ont peut-être la difficulté avec ça. Les agriculteurs gèrent des entreprises, un capital extrêmement important des employés, ce sont des entrepreneurs en bonne et due forme. Cette entreprise-là a des retombées extrêmement importantes dans la région. Je pense que c'est autour de 15 % des emplois qui dépendent du secteur agricole dans la région. Donc, les retombées sont importantes, retombées directes ou indirectes. Donc, c'est un partenaire économique fondamental dans la région. Évidemment, il y a des voies de passage qu'on doit trouver. Un des enjeux, par exemple, dont on peut parler, c'est l'enjeu de l'aménagement du territoire. Les municipalités veulent se développer, c'est tout à fait compréhensible. Les agriculteurs vont dire qu'il faut protéger le territoire agricole aussi, c'est ce qui nous nourrit. D'ailleurs, la loi de la protection agricole, c'est le Parti québécois qui l'avait adoptée. Donc, nous, on veut protéger le territoire, mais ça ne peut pas empêcher le développement non plus. Donc là, on va devoir trouver une voie de passage, mais il va falloir la trouver avec les intervenants. Il faut qu'on rassemble à une même table, puis moi, je pense que le rôle du député, c'est entre autres un rôle d'entremetteur. Il va falloir qu'on rassemble les intervenants, puis voir en amont de quelle façon on peut s'entendre avant, par exemple, de présenter une demande à la CPTAQ pour changer un zonage puis pouvoir faire du développement sur telle ou telle parcelle de terrain. Il faut changer notre façon de voir l'aménagement territorial, en ce sens qu'il va falloir éventuellement penser à la densification, il va falloir mieux utiliser le territoire. On ne peut plus construire aujourd'hui comme en 1970, mais il y a toujours moyen de développer. Il faut le faire, puis il va falloir faire, comme je le disais, aussi confiance à nos municipalités pour le faire parce que c'est elles qui connaissent quand même leur territoire aussi. Donc, en collaboration avec notre secteur agricole, je pense qu'il y a moyen d'avancer beaucoup, mais il faut travailler ensemble. L'agriculture, c'est une entreprise et ça a des retombées économiques importantes, donc il faut vraiment travailler en partenariat. En parlant de ces retombées économiques-là importantes dans la région, j'aimerais ça vous entendre, en fait, votre position sur la gestion de l'offre. Pour tous les produits de la ferme ici localement. Donc, j'aimerais ça vous entendre un peu sur ça. Gestion de l'offre, c'est fondamental. C'est un choix collectif, c'est un choix de société qu'on a fait, qu'on a toujours porté au Parti québécois parce que c'est une façon de garder l'agriculture à échelle humaine. Oui. C'est sûr qu'il y a un coût à la gestion de l'offre. Il y a un coût qui est quand même très limité là, pour le consommateur. Mais ce que ça permet de faire, c'est de garder une agriculture à échelle humaine et ça permet d'occuper le territoire. Ça, c'est fondamental parce qu'on a une agriculture qui repose souvent sur la famille, sur la cellule familiale, sur des entreprises à plus petite échelle. Pas nécessairement, il y a des grandes entreprises agricoles, mais qui sont quand même à échelle humaine. On occupe le territoire, on utilise notre territoire, puis on contrôle le marché aussi. On a des contre-exemples aux États-Unis
où le secteur agricole est déréglementé, où il n'y a pas de contingent, il n'y a pas de gestion de l'offre. Et cette espèce de loi de la jungle-là fait en sorte que les gros avalent tout le temps les petits. Puis on se retrouve avec des méga entreprises qui n'occupent plus le territoire. Parfois, il y a des cheptels entiers, par exemple, si on parle de production bovine, puis je sais qu'on n'a pas de gestion de l'offre pour la production bovine au Québec, mais c'est un exemple de conséquences que ça peut avoir quand il n'y a pas de réglementation. On peut perdre des cheptels au complet parce qu'il y a une concentration des ressources. C'est ce qu'on veut éviter ici. Puis la gestion de l'offre fait ses preuves. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont toujours eu des critiques. Mais ce modèle-là, c'est le modèle qui est le plus juste pour occuper notre territoire puis s'assurer que les familles en profitent, qu'on garde ça un peu sur le modèle qu'on avait, très humain ici au Québec, et qui fait des envieux un peu partout sur la planète. Donc, je suis tout à fait... nous, c'est une priorité pour le Parti québécois de défendre ce modèle-là parce que c'est un modèle qui marche et qui nous enrichit collectivement. Comment est-ce que vous et le gouvernement peut aider les agriculteurs de la région ou encore même les PME, les petites entreprises? Comment est-ce que vous avez un impact sur la vie de ces gens-là? Un message qu'on entend beaucoup, c'est il y a beaucoup trop de paperasse. Le fardeau administratif est beaucoup trop important. La lourdeur administrative. Ça, c'est tant les entreprises agricoles que les entreprises en général, c'est quelque chose qu'on entend partout. Pour le Parti québécois, c'est une priorité. Moi, je pèse de tout mon poids dans nos discussions au caucus puis dans le parti pour pouvoir faire avancer ce dossier-là parce que ça fait l'unanimité. Puis je dirais même au niveau des municipalités. Depuis 25 ans à peu près, il y a une lourdeur administrative pour toutes sortes de raisons, des programmes qui s'ajoutent les uns aux autres, qui viennent se contredire parfois aussi. Il faut intervenir sur la lourdeur administrative. La perspective aussi du Parti québécois, c'est de s'assurer qu'on mette fin au bar ouvert des subventions qui souvent profitaient aux grandes entreprises. On a vu tous les scandales, les Nordvolt, les Flying Wells. On met beaucoup d'argent dans les entreprises étrangères qui viennent ici, des subventions. Moi, quand je parle aux entrepreneurs, je parle au secteur agricole aussi, je pense au secteur agricole aussi, ce qu'ils me disent, là, c'est « j'ai pas besoin que vous me donniez de l'argent, des subventions, j'ai besoin que vous me laissiez travailler ». Le gouvernement doit être un partenaire. Ce qu'on doit faire, c'est arrêter le bar ouvert des subventions. C'est pas au gouvernement de choisir qui gagne ou qui perd en entreprise, mais en même temps, réduire le fardeau fiscal en faisant justement confiance aux experts, c'est-à-dire les gens qui sont les entrepreneurs. Ils savent comment gérer leur argent. Donc, si on peut leur donner un peu d'air, réduire le fardeau fiscal pour leur permettre de choisir où ils vont mettre leurs sous pour développer leur entreprise, merveilleux. On les laisse travailler, en gros. C'est ça, je pense, qui devrait être le slogan. Laissons-les travailler. Wow, ils savent quoi faire, ils savent où s'en aller avec leur argent. Donc, c'est pas les subventions qu'ils veulent. On leur donne un peu d'air pour le fardeau fiscal, puis surtout le fardeau administratif. Donc, ce qu'on dit, nous autres, c'est que le gouvernement doit être là comme un partenaire. On doit les aider à trouver des débouchés. On doit les accompagner s'ils ont besoin d'aide pour l'administration, par exemple, parce qu'il va toujours y en avoir, mais on doit réduire le fardeau administratif, être des partenaires, puis les orienter dans leur travail. Donc, mais sinon, on a confiance en leur expertise pour qu'ils sachent comment faire leur profit. Qui dit entreprise, qui dit producteur agricole, souvent dit main-d'œuvre. Il y a un enjeu de main-d'œuvre dans la région depuis maintenant quelques temps. Comment est-ce que, selon vous, on réglerait ce problème de main-d'œuvre-là dans la région? C'est un problème qui est complexe parce que on a essayé toutes sortes de solutions. Il y a un enjeu de main-d'œuvre. Il y a eu aussi un vieillissement de la population. Ça, c'est le cas partout en Occident. Ouais. Il va falloir que d'abord, on aligne la formation sur les besoins de main-d'œuvre. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pérennes. Là. Il faut qu'on trouve une façon de mieux former notre main-d'œuvre selon nos besoins. Il faut trouver une façon d'améliorer notre productivité aussi et notre rendement. Puis, on va utiliser aussi l'outil de l'immigration. C'est évidemment quelque chose qu'on a beaucoup entendu, notamment l'immigration temporaire. Il y a eu une perte de contrôle, puis on le dit souvent au Parti québécois, on était parmi les premiers à le dire, il y a eu une perte de contrôle au niveau de l'immigration. Il y a des programmes qui ont été dévoyés, qui ont été mal utilisés, par exemple en immigration temporaire. L'immigration demeure un outil. L'immigration est positive, mais il faut que ça se fasse correctement, que ça se fasse bien, parce que là, il y a une capacité d'accueil qui a été largement dépassée au Québec. Mais en revoyant un peu la formation pour orienter notre main-d'œuvre aux bons endroits, pour qu'on ait de la main-d'œuvre qualifiée, en s'assurant d'automatiser, de robotiser, d'améliorer notre productivité et en utilisant aussi l'outil
positif qu'est l'immigration quand c'est bien utilisé, je pense qu'on va être en mesure de combler nos besoins. Super. Vous venez de le mentionner, l'immigration. Vous avez publié une capsule sur vos réseaux sociaux en novembre dernier, si je ne me trompe pas, qui expliquait pourquoi, en fait, l'immigration, c'était pas nécessairement la solution, malgré ses impacts positifs. C'était pas nécessairement la solution, justement, pour régler la pénurie de main-d'œuvre. Donc, est-ce que vous pourriez Absolument, parce expliquer un peu plus ça? Il faut juste corriger un peu un message qu'on a entendu et qui n'était pas tout à fait, tout à fait juste en matière d'immigration. D'abord, il faut, comment je dirais, dédramatiser. Il faut qu'on analyse. On a affaire à des êtres humains, c'est bien important de le dire. C'est pas que des chiffres quand on parle d'immigration. Il y a des gens qui viennent avec un vécu, c'est important de le dire. Mais en même temps, il faut pouvoir en parler de façon responsable et cohérente. L'immigration, c'est un outil positif, mais lorsqu'on dépasse un certain seuil, ça ne l'est plus. Le Canada a fait le choix de l'immigration depuis les 25 dernières années, puis ça a eu des conséquences sur notre productivité, ça a eu des conséquences sur les services qui sont offerts à la population, ça a eu des conséquences sur le logement. L'immigration n'explique pas tous les problèmes, évidemment, c'est pas du tout ça. Non, c'est multifactoriel, ce qu'on peut vivre dans les services de santé quand ça va moins bien ou dans le logement quand les prix augmentent. Mais c'est un facteur qui est quand même fondamental, puis il faut quand même le dire. Or, en dépendant beaucoup de l'immigration, on a créé justement ça, on a créé une dépendance qui fait que, par exemple, si on regarde les chiffres, au Canada, la productivité a augmenté 2 fois moins rapidement que la moyenne de l'OCDE, donc les pays les plus développés économiquement, entre 2004 et 2024. Parce pour plusieurs entreprises, il y a eu une dépendance comme ça à l'immigration. Il y a des endroits comme l'Ontario qui ont fait le choix de l'immigration comme on l'a fait nulle part dans le monde. Il y a 1 500 000 nouveaux arrivants qui sont installés en Ontario justement en disant on va combler le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Et ça n'a rien réglé. Il y a encore un problème là-bas de pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que les gens qui arrivent ici ont besoin de se loger, ont besoin de se vêtir, ont besoin de se déplacer, ils vont venir avec leurs enfants, ils vont venir avec leur famille, ils vont avoir besoin d'avoir des services de santé, envoyer les enfants à l'école. Toute cette consommation de services-là va entraîner aussi un besoin de main-d'œuvre accru à certains secteurs, donc dans certains endroits. Ce qui fait qu'il y a plusieurs pays qui ont fait ce constat. Il y a des économistes aussi qui en ont parlé. Il y a des banques qui sont sorties pour en parler, pour dire attention, on a largement dépassé la capacité d'accueil. Puis là, l'immigration, à ce moment-là, devient un enjeu. Et il y a même souvent, puis ça c'est à craindre, il y a parfois même un ressac dans la population où il y a des gens qui commencent à tenir des discours dont on ne veut pas dans une société. Donc, l'Allemagne a revu ses politiques d'immigration pour ces raisons-là. Le Danemark, il y a plusieurs endroits dans le monde qui ont revu leur politique d'immigration en se disant attention, il faut être responsable là-dedans. Puis juste pour vous donner une idée, si on regarde par habitant l'entrée des personnes au Québec, que ce soit au niveau de l'immigration temporaire, l'immigration permanente, c'est 22 fois la France, c'est 8 fois les États-Unis, c'est 12 fois la Suède. Ça, c'est pour le Québec. Le Québec et le Canada sont les endroits où les seuils d'immigration sont les plus élevés en Occident. Donc, est-ce qu'au Québec, par exemple, quand on pense à nos défis d'intégration, quand on veut protéger la langue française, est-ce que c'est normal qu'on ait 8 fois plus de nouveaux arrivants qu'aux États-Unis ou 22 fois plus qu'en France ou 12 fois plus qu'en Suède? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Donc, il y a un réajustement nécessaire là-dedans, mais justement, on veut le faire correctement parce que, à la base, l'immigration, c'est sain, c'est bon, mais il faut que ça se fasse correctement. J'aimerais qu'on parle de souveraineté et de référendum. J'ai une question en 2 temps. Je vais poser ma première question dans l'optique, et là je parle au conditionnel, mais dans l'optique où il y aurait en fait un référendum qui serait positif. Quel serait l'impact pour les gens de la région d'Arthabasca-Érable? Bien, écoutez, a priori, l'impact, c'est qu'on pourra prendre nos décisions avec tous les moyens de l'État. Parce que là, vous comprenez qu'on envoie à peu près la moitié de nos revenus à Ottawa. C'est un gouvernement qui nous endette à vitesse grand V puis qui n'a pas les mêmes priorités que nous. Donc, on a présenté, nous, un budget d'un Québec souverain où on constate, par exemple, que en évitant les dédoublements, les contradictions de programmes, quand le gouvernement fédéral, qui est un gouvernement toujours de plus en plus centralisateur, intervient dans notre champ de compétences, tout ça a un coût qui dépasse largement cette fameuse péréquation dont on parle, qui est l'espèce de redistribution de la richesse au Canada et qui d'ailleurs est financée à même l'endettement du gouvernement fédéral. C'est complexe, il faudrait y revenir, mais il y aurait des économies d'échelle à réaliser, sans compter le fait que le Québec pourrait servir son intérêt national. Fait que si on regarde pour Arthabasca-l'Érable, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand on négocie des traités à l'international,
économique, on va penser à la gestion de l'offre. Puis on va s'assurer Ah oui. de défendre la gestion de l'offre. Alors que la Fédération canadienne, qui souvent a tendance à défendre davantage les intérêts de l'industrie automobile en Ontario ou du pétrole albertain, va utiliser la gestion de l'offre comme une monnaie d'échange pour obtenir des gains pour l'industrie automobile. Nous, l'intérêt national, il n'est pas le même. Nous, on veut favoriser la gestion de l'offre, on veut favoriser l'aluminium, par exemple, nos produits acéricoles. Donc, l'intérêt de la nation québécoise n'est pas le même que l'intérêt de l'ensemble de la Fédération canadienne. Ça nous donne une plus grande marge de manœuvre pour dépenser l'ensemble de nos revenus, parce que là, en ce moment, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, on a besoin, on n'est pas capable de bien gérer nos affaires. » Des fois, on entend ça. On a une main attachée dans le dos. On a la moitié de nos revenus qui s'en vont à Ottawa, puis qui sont dépensés, pas selon notre intérêt national, mais souvent selon l'intérêt de l'Alberta ou de l'Ontario. Là, on a tous les outils, puis on peut gérer ça comme n'importe quel pays, d'une taille qui ressemble à celle du Québec. Si on pense à la population, le Québec, c'est quoi? C'est la Suède, c'est la Norvège, c'est plus gros que la Norvège, l'Irlande, ou à peu près l'Autriche, mais avec 3-4 fois plus de territoire et plus de ressources. Ouais. On est tout à fait capable au Québec de faire ce que les nations de la planète sont en mesure de faire. On n'est pas plus cabochon qu'un autre. En fait, il n'y a pas un pays qui renoncerait à son indépendance, qui dirait « Ben moi, notre pays s'est sorti du régime colonial britannique. J'aimerais ça y revenir, moi, redevenir membre de l'Empire britannique, parce que c'était mieux que ça soit géré à Londres. Il n'y a pas un pays qui renonce à son indépendance, parce que les peuples conçoivent qu'il est mieux de pouvoir gérer son destin. Donc, moi, je pense que ça vaut aussi pour les Québécois. Il y a une discussion à y avoir, il y a une pédagogie à faire. Vous avez vu qu'on a commencé à présenter notre livre bleu aussi, chapitre par chapitre, où on traite de la monnaie, des relations internationales. Évidemment, c'est un beau grand projet qu'on doit définir ensemble, mais l'indépendance, c'est une façon de nous enrichir sur le plan personnel et collectif. C'est indéniable, puis on en a la preuve. Il y a à peu près 200 pays dans le monde, 195. C'est déjà là, c'est cette indépendance-là pour des pays, surtout comme le Québec, qui comptent des institutions solides, qui comptent une économie solide. On a tous les outils pour réussir, encore plus que bien des pays qui ont obtenu leur indépendance dans les dernières années. Ça m'amène à mon deuxième volet de questions. Il semble, dans les dernières années, y avoir un mouvement, une montée de souveraineté chez les jeunes. Oui. Mais j'aimerais ça vous entendre sur ça. Est-ce que, selon vous, c'est dû à une tendance où les jeunes comprennent réellement l'impact d'un État souverain du Québec qui pourrait devenir un pays? Là? Bon, là, voyez-vous, c'est là où je peux prendre un travers de journaliste. Ouais, OK. Tomber dans l'analyse. Parfait. Qu'est-ce qui explique ça? C'est une bonne question. Je pense que les jeunes se rebranchent sur cette idée de la nation. Il y a un besoin d'enracinement, il y a un besoin de se voir dans sa culture aussi. Il y a un constat que cette spécificité québécoise-là, elle est belle, elle mérite d'être protégée. Évidemment, il faut voir de quelle façon il y a une tendance à plus long terme, mais les jeunes se branchent là-dessus. Je pense qu'ils conçoivent qu'il y a quelque chose de beau aussi à protéger puis à faire rayonner. Cette culture québécoise-là, on peut en être fier. Dans des contextes pas toujours évidents, on a réussi à rayonner à travers le monde. Puis moi, je trouve ça assez extraordinaire, les jeunes qui voyagent aussi, parce que en voyageant, je pense que c'est Jean Jaurès qui disait un peu d'internationalisme éloigne du pays, beaucoup en rapproche. Ou il le rapproche. Okay. Nous rapproche du pays. Là, je l'ai mal dit. Là. Mais c'est de dire que souvent, en voyant ce qui se fait ailleurs, en voyageant, en sortant du Québec, on a présenté une candidate cette semaine qui a passé à peu près 15 ans à travailler pour l'ONU, plusieurs années en Colombie. Et moi, j'ai passé plusieurs années à l'étranger, aussi à peu près 3 ans au Pérou. Quand on voit ce qui se passe aussi ailleurs, on comprend ce que nous, on vaut. On comprend qui on est, puis on comprend la beauté de ce qu'on a, puis la valeur de ce qu'on a. Donc, je pense que les jeunes, aujourd'hui, sans déprécier ce qui était avant aussi pour la jeunesse, mais avec Internet, avec les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe ailleurs, on comprend aussi ce qu'on est à travers ça. Exact. Donc, je trouve qu'il y a un beau mouvement dans la jeunesse. C'est positif aussi parce que je dirais que ça motive les gens d'un certain âge. Là. Moi, j'ai connu bien des gens, entre autres durant ma campagne, des bénévoles qui disaient moi, à un moment donné, j'avais pris un pas de côté par rapport à l'indépendance. J'y ai toujours cru, mais là, j'y croyais moins parce que je sentais que les gens n'étaient pas là. Mais là, de les voir s'engager, ça me donne le goût de rembarquer là, puis de leur donner un coup de main parce que c'est pour eux qu'on fait ça. C'est ça, il y a peut-être un discours qui change, en fait. Oui. Plus les jeunes s'investissent dans le mouvement, plus il y a un mouvement qui monte après ça. Là, parce que, Jacob, l'idée qu'on veut donner un pays, on veut ce legs-là, c'est en grande partie pour les jeunes. Moi, je parlais de mes enfants quand je me suis lancé en politique, c'est pour ça. Évidemment, on veut que les jeunes embarquent. Donc, les gens d'un certain âge qui avaient l'impression que les jeunes abandonnaient ça,
souvent, ça faisait qu'ils prenaient un pas de côté. Mais là, ça motive l'ensemble des militants. Puis au Parti québécois, moi, je l'ai vu cet été, l'été dernier, durant ma campagne électorale, il y a une espèce de pont entre les générations qui est en train de se créer, qui est assez extraordinaire. Oui. Là, où il y a des jeunes, des moins jeunes qui se mettent ensemble, qui travaillent dans la même direction pour ce beau et grand projet-là qu'on a. Le travail n'est pas terminé. Il y a une pédagogie à faire, il y a une discussion encore à y avoir. Mais moi, ce que je trouve qui est intéressant, par-delà les sondages qu'on voit sur la popularité de l'indépendance dans la population en général, c'est qu'il y a un dialogue en ce moment qui est possible. Les gens écoutent nos arguments. Alors qu'il y a peut-être 5 ans, il y a des gens qui roulaient des épaules en disant « Ah, l'indépendance, ça se fera pas », qui avaient cessé d'y croire. Là, il y a des gens qui disent « Je suis pas d'accord, mais j'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est quoi l'argument? » Ça, c'est extrêmement positif parce qu'on est convaincu qu'on a des bons arguments pour le faire. Vraiment, puis je trouve ça super intéressant de savoir que justement le dialogue est ouvert entre deux générations qui peuvent être différentes, de savoir que deux clans peuvent s'allier pour pouvoir justement après ça en reparler. Puis non, c'est super intéressant. C'est un pont qu'on est en train de construire entre les générations. Moi, je trouve ça tellement positif alors qu'il y a d'autres personnes, j'allais dire peut-être, oui, il y a des adversaires politiques, par exemple, que parfois on a l'impression qu'ils mettent en porte-à-faux les générations. Oui. Hein? Il y en a qui parlent des boomers, puis des fois avec des termes péjoratifs. Moi, je trouve que c'est extrêmement déplorable, ça. Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on travaille ensemble, puis qu'il y a un respect entre les générations, puis en ce que chaque génération a apporté dans le débat. L'énergie de la jeunesse, la force de la jeunesse, l'espèce de nouvelle perspective aussi qu'elle nous amène, mais en même temps, l'expérience des gens qui l'ont déjà vu, qui l'ont déjà fait, leur force de travail aussi, cette espèce de dévouement-là des générations peut-être plus âgées, en tout cas ce qu'ils peuvent apporter là-dedans. Donc, il y a une espèce de complémentarité. Puis je pense qu'au Parti québécois, on a une belle chimie là, dans cette espèce d'union-là des générations. Puis ça porte fruit. On l'a vu l'été dernier. Oui. Alex, le temps file. On va y aller pour la conclusion. Si vous avez un mot, en fait, à dire pour les gens de la région ici, d'Arthabasca-Érable, ça serait quoi? D'être fier de ce que la région porte, d'être fier du rayonnement de l'érable, du rayonnement de notre belle région du centre du Québec, d'Arthabasca évidemment, je pense à ma circonscription, mais je pense au centre du Québec, tout ce qu'on a apporté en termes de développement des entreprises, un tissu d'organismes aussi qui déplace des montagnes, souvent avec peu de moyens, puis qui fait la jalousie de l'ensemble du Québec, parce que honnêtement, là, moi je vois... Hier, je parlais avec les responsables du Relais pour la vie de Plessisville. Oui. Un événement qui fait des jaloux partout à travers le Québec. Puis on notait à quel point, per capita, là, par habitant, j'ai l'impression qu'on donne plus ici que n'importe où ailleurs. Moi, je vois des gens qui s'impliquent pour l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, pour le CLSC, pour Suzard-Côté. Puis là, je vais oublier plein d'organismes. Je commence à les nommer, c'est toujours dangereux. C'est ça peut être long. Exactement, mais il y a tellement de beaux projets qui sont portés ici. Et les gens sont toujours généreux. Il y a des entreprises qui marchent ici et qui rayonnent à travers le monde. On a de quoi être fiers dans notre région. Donc là, il n'y a pas de limite à notre ambition. Moi, je dirais, soyez fiers, soyez confiants. 2026 va être une belle année, je pense, qui va se fonder sur la confiance puis sur la fierté. Il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Donc, soyez avec nous pour la suite. Alex Bossonneau, nouveau député d'Arthabasca-Érable, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu nous parler puis de m'avoir accordé cette entrevue-là. C'est réellement apprécié. Pareillement, merci beaucoup pour l'invitation, Jacob, ça a été un plaisir. Merci. Au revoir. C'était notre entretien avec Alex Bossonneau, député d'Arthabasca. Au cours de cette rencontre, on a pris le temps de revenir sur son parcours, de ses années en journalisme jusqu'à son entrée en politique et sur la façon dont cette expérience influence aujourd'hui son rôle de député. On a aussi abordé plusieurs enjeux bien concrets pour Arthabasca-Érable. L'agriculture et la gestion de l'offre, l'accès aux services de santé dans la région, l'état de la main-d'œuvre et le développement économique local. Bien sûr, impossible de passer à côté de la question de la souveraineté du Québec, qui demeure un élément central de son engagement politique. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Érable en bref. C'était Jacob Tienville à la TVC.